Bienvenue sur Parole d'expert, le podcast dédié au monde des affaires. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de penseurs et acteurs clés du monde entrepreneurial. Que votre objectif soit de développer, transmettre ou revitaliser votre entreprise, ce podcast est votre allié. Alors prêt à découvrir les secrets des meilleurs? Restez avec nous, c'est parti! Salut Maxime et bienvenue dans notre podcast. Je te remercie d'être venu. Bonjour Frédéric, ravi d'être présent également. Bon, alors je t'ai invité parce que on a eu l'occasion dans un récent passé de travailler ensemble et c'était un plaisir déjà. Et j'ai quand même remarqué que tu étais un passionné de ton métier. Et comme on fait un podcast à destination des entrepreneurs, des dirigeants de PME, je me suis dit que ça avait du sens qu'on donne de la valeur et surtout sur un sujet qui est à la fois stratégique et qui a une actu forte en ce moment, qui est l'immobilier d'entreprise. Ok, très bien. Moi, je tâcherai d'y répondre. Du coup, on est là juste pour échanger ensemble sur ce sujet-là. Comme tu as quand même beaucoup d'expérience et que tu as fait un certain nombre de dossiers, dont un qu'on a eu l'occasion de faire ensemble, moi côté client forcément, où j'accompagnais une PME qui voulait justement acheter ses murs professionnels, et toi à côté promoteur pour proposer le lot qui allait bien. Voilà, je voulais faire un retour. Alors il y a plein de choses, j'ai des milliards de questions à te poser évidemment, tu t'en doutes. On va parler de contexte, on va parler de est-ce qu'il faut acheter, pas acheter, et dans quelle mesure toi en tant qu'expert, tu te dis que ça a du sens pour un dirigeant aujourd'hui de se poser la question d'un investissement comme celui-là, pour son patrimoine, pour la fiscalité, pour voilà, tout un tas de sujets. Mais d'abord et avant tout, ce que j'aimerais, c'est apprendre un peu plus qui tu es, ce que tu as pu faire et voilà, quelques années d'immobilier. Mais voilà, si tu peux nous dire ça en 2 mots. Ok, très bien. Alors, donc pour ma part, moi, ça fait à peu près 12 ans que je travaille en promotion et montage en immobilier, principalement en immobilier tertiaire, donc plutôt immobilier professionnel. J'ai eu l'occasion de passer dans différentes entreprises. J'ai eu l'occasion du coup de piloter des opérations à la fois des opérations de bureaux, de parcs d'activités, de loisirs, de services, de commerce. Différents types d'opérations, ça va de quelques milliers de mètres carrés à plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, à la fois sur la strate de promotion mais également sur la strate d'aménagement. Moi aujourd'hui je suis directeur de programme. Donc directeur de programme en montage d'opération, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est un métier de chef d'orchestre. Chef d'orchestre d'une opération immobilière ou de plusieurs opérations immobilières simultanément. Et l'idée, c'est donc de piloter une opération à la fois sur les aspects techniques, juridiques, financiers et administratifs. Donc globalement, en quelques mots, sur les aspects techniques, c'est le montage des opérations avec des architectes, des bureaux d'études, différents prestataires. Sur le volet juridique, c'est la compatibilité d'un projet par rapport aux règles d'urbanisme. Sur le volet juridique, c'est également tout ce qui est commercialisation, également transformation des deals, on va dire, avec nos clients. Donc ça peut être de la prise à bail ou alors de la vente de biens. Sur le volet financier, globalement, en tant que chef d'orchestre, je suis garant du bilan de mes opérations. Donc globalement, avec l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes. Et l'idée, c'est d'avoir un bilan d'opération positif, bien entendu. Et après, il y a tout le volet aussi administratif, donc tout ce qui est autorisation administrative, donc que ce soit les permis de construire, permis d'aménager, et toute autre autorisation nécessaire, on va dire, à l'acte de construire et à l'acte de transformer. Donc en tant que chef d'orchestre, je suis potentiellement depuis la feuille blanche d'une opération, donc c'est-à-dire pour vraiment concevoir un projet depuis sa genèse jusqu'à la remise des clés d'une opération à mes différents clients. Chose qu'on a pu faire ensemble tout dernièrement sur une opération. Tout à fait. Voilà. Mais j'aime bien l'analogie du chef d'orchestre parce que c'est vrai que tu dois travailler avec beaucoup de spécialistes dans leur domaine, des architectes, des notaires, des avocats. Exactement. Et il faut bien quelqu'un pour alors mener à la baguette, c'est peut-être un grand mot, mais pour organiser tout ça, pour que ce soit le plus fluide possible. Et
on le sait que c'est compliqué parce que le nombre d'opérations qui prennent plus de temps que prévu, qui sont plus compliquées que prévu, où on n'avait pas vu un certain sujet d'autorisation, on n'avait pas prévu les architectes des bâtiments de France, on n'avait pas, enfin voilà. Donc c'est vrai que quelqu'un qui a une hauteur de vue globale sur le projet, c'est l'assurance pour un client qui a un projet, de voir les choses organisées et ça évite les surprises en fait. C'est ça. Et c'est ce qui fait toute la richesse du métier, c'est que c'est un métier très, très 360 et sur une même journée, comme tu le dis, je peux avoir un échange avec un notaire, comme avec un élu, comme avec, avec une entreprise du BTP, comme, voilà, avec tout type de clients. Donc il faut savoir faire preuve de flexibilité et d'agilité, savoir adapter aussi son discours, sa prise de position et tout ça, voilà, en vue de faire aboutir au mieux, en tout cas, nos opérations immobilières. Bon, impeccable. Merci pour cette présentation. On situe bien ce que tu fais et ce que tu as pu faire aussi dans ton parcours. Forcément, l'idée, c'est de se positionner sur le marché immobilier. Et pour ça, il faut qu'on fasse un petit point actu. Alors, on ne va pas rentrer dans les chiffres parce qu'en plus, ce podcast, il est enregistré en mars 2024. Il sera disponible à l'écoute, je pense, au mois d'avril ou au mois de mai. Donc les choses bougent très vite et l'idée c'est qu'il ait quand même un apport, même si on l'écoute dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, mais on ne peut pas faire fi du marché actuel. Donc aujourd'hui, le marché immobilier, est-ce que tu peux nous tirer des grandes lignes et peut-être des grands savoirs quand on parle d'immobilier d'entreprise, ce qu'il faut retenir pour un dirigeant? Le marché de l'immobilier professionnel, aujourd'hui, il a quelque peu été chahuté quand même ces dernières années, principalement post-crise Covid. Donc c'est assez récent, ça date de 2020. Il y a eu une vraie prise de conscience et un vrai chamboulement en fait, sur les attentes des différents professionnels et les clients sur la relation par rapport au bureau, principalement. Et on va dire, il y a post-Covid trois tendances assez majeures qui sont sorties, qui ont émergé. Premièrement, c'est les nouveaux usages. Donc la relation des collaborateurs au travail a drastiquement changé. Donc on voit de plus en plus de nouvelles formes d'occupation de bureau, donc du flex office, du coworking, du bureau opéré, du travail hybride. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle tendance et il y a une obligation du coup de l'ensemble des professionnels du secteur de devoir s'orienter en tout cas là-dedans et de répondre en tout cas à ces nouvelles demandes. Également, le marché globalement de l'immobilier logistique, locaux d'activité a particulièrement pris un bel essor post-Covid, puisque globalement le e-commerce a pris aussi un bel envol compte tenu de l'approche des consommateurs et le lien avec le commerce. Et la troisième tendance assez forte post-Covid, c'est globalement l'empreinte environnementale de tous nos projets immobiliers. Donc au-delà de la réglementation, il y a une vraie prise de conscience de venir décarboner et de venir réduire drastiquement globalement tout ce qui est consommation énergétique du parc immobilier, que ce soit sur le neuf mais également sur l'existant. Et donc on va dire le marché de l'immobilier professionnel est en pleine mutation et en plein changement depuis ces 3-4 dernières années. Donc en tant que professionnel de l'immobilier, de l'immobilier avec principalement une dominante bureau, on a dû s'adapter. Voilà, donc développer des projets qui répondent à des nouvelles demandes, donc mettre le bien-être des collaborateurs en fait au centre, en tout cas des réflexions, proposer des nouveaux projets tertiaires avec pas que des espaces de bureau, mais également une richesse de services. Et au sein même des opérations de bureau, proposer des espaces de repli, des espaces spécifiquement pour la visioconférence, des espaces pour de la mobilité douce, des espaces de réunion informels, un peu plus formels. Et voilà, on a dû s'adapter. Et un des critères aussi qui s'est soulevé là, ces 3-4 dernières années, c'est globalement le moins de mètres carrés mais mieux. Parce que globalement, on est plutôt dans une période de crise de l'immobilier. Le souhait des dirigeants de devoir déménager, en tout cas, est toujours persistant. Pour autant, voilà, on va dire la jauge de surface qui était peut-être connue il y a 3-4 ans, globalement se retrouve plutôt à la baisse parce qu'en fait, entre le télétravail, le flex office et on va dire les nouvelles approches du travail, le besoin de surface se retrouve amoindri. Pour autant, la demande est toujours là et il y a un vrai besoin d'avoir des surfaces de qualité et donc du coup, comme je disais, avec des services
et quelque chose vraiment, des nouveaux projets qui sont adaptés aux souhaits des collaborateurs et tout ça voilà, avec une ligne de conduite qui est le bien-être des collaborateurs au travail. Ok. Alors j'ai bien compris les nouveaux usages et la manière dont on réfléchit les projets. Toutefois, il y a un certain nombre de dirigeants qui ou sont à l'étroit dans leur bâtiment actuel, et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils sont en croissance et Oui. voilà, ils veulent passer à l'étape d'après. Et la question qui se pose, c'est j'achète, je loue. Voilà. Alors là, on va se positionner plutôt client, c'est peut-être un peu moins ton métier. Ouais. Néanmoins, la réflexion, elle est portée par tous tes clients Ouais. systématiquement. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à un dirigeant qui se dit le prochain bâtiment, je vais peut-être l'acheter en D'accord. fait. Alors, avant toute chose, avant de s'engager sur un projet d'achat, faut en tout cas bien mûrir sa réflexion. Donc, bien mûrir sa réflexion, c'est-à-dire où est mon entreprise à une date T. Oui, regardez loin en fait. Regarder long terme, parce que peut-être la contrainte qu'on peut avoir sur un achat versus une prise à bail, ça présente une flexibilité un peu moindre. Donc, soit on a la possibilité financière d'acheter potentiellement un peu plus et du coup d'imaginer une sous-location ou quoi que ce soit des surfaces non occupées. Mais c'est sûr que par rapport à la prise à bail, faut raisonner long terme. Donc, quand je dis il faut bien mûrir sa réflexion, c'est pourquoi, quand, comment, où. Voilà, bien sûr, bien entendu. Parce que sur un dirigeant qui veut acheter ses murs, en quelque sorte, il y a deux raisons principales. Le premier, c'est en tout cas acheter son outil de travail, parce que ce soit des bureaux, même des locaux d'activité ou de la logistique, ça reste avant tout un outil de travail. Et deuxièmement, c'est un investissement patrimonial. Donc l'idée, c'est aussi de faire valoriser l'entreprise. Et du coup, voilà, l'intérêt patrimonial, il n'est pas négligé. Et du coup, dans ce cadre-là, il est impératif de se faire accompagner en tout cas des bonnes personnes. Donc à la fois sur le volet financier, particulièrement plus en ce moment dans une période de crise où l'accès au crédit est quand même moins simple que ça a pu l'être il y a quelques années. Donc sur le volet financier, sur le volet juridique, les différents types de montages peuvent se présenter. Est-ce que c'est au nom d'entreprise, est-ce que c'est une SCI indépendante, etc. Donc tout ça, il existe différents types de montages. Et également, il est impératif de se faire accompagner également sur le volet technique, puisque en fait on est sur des projets, alors que ce soit sur du projet neuf ou du bâtiment de seconde main, la technique du bâtiment il doit être en tout cas au cœur des réflexions, puisque un bâtiment neuf, il a plein de vertus, mais aussi il faut aussi comprendre les tenants et aboutissants de toutes ces vertus. Sur un bâtiment de seconde main, ça peut avoir aussi des contraintes, ça peut avoir d'autres inconvénients, mais du coup voilà, sur le volet technique, il est impératif de se faire accompagner, donc soit de conseils, soit de promoteurs spécialisés, soit d'AMO, d'assistants maîtres d'ouvrage par exemple. Et également un des critères essentiels en tout cas dans un choix d'un dirigeant pour acheter ses futurs bureaux, c'est l'emplacement. C'est un des critères on va dire des plus ancestrales dans le monde de l'immobilier, c'est l'emplacement. La règle des 3 E, la fameuse. Voilà, exactement. Un, dans l'intérêt de l'entreprise, et deux, également dans l'intérêt des collaborateurs. Voilà. Donc, oui, c'est de l'attractivité potentiellement pour aller chercher des talents, voilà, pour continuer à faire croître cette entreprise. Ouais, effectivement. Alors, je te rejoins sur la phase, le côté de la pièce qui concerne les dirigeants, et nous, en tant que directeur financier externalisé ou DRH externalisé, notre objectif, c'est d'accompagner et de faire d'avoir des conseils, mais en 360 autour du dirigeant qui doivent être pertinents. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on est souvent amenés à pousser un peu le projet d'achat plutôt que de location, parce que c'est un effet de levier incroyable en fait. C'est l'entreprise qui va payer, qui va avoir une charge locative, si on parle d'un montage SCI classique, voilà. Et c'est l'entreprise, donc la création de valeur, qui va permettre de rembourser cet emprunt versus une charge équivalente ou à peu près quand on parle de location. Donc, in fine, il reste quelque chose de concret pour le dirigeant. Donc c'est vrai que de toutes les manières, et que le marché de l'immobilier soit en crise ou non,
j'ai Oui. envie de dire, il est quand même pertinent d'acheter. Moi, c'est un peu la vision que j'ai aujourd'hui pour mes clients en tout cas. Complètement d'accord. Et en effet, c'est ce que je disais, les deux critères principaux, c'est un, acheter son outil de travail, mais deux, c'est aussi un investissement patrimonial. Mm. Ça vient valoriser l'entreprise. Ça nécessite quand même une certaine assise financière, parce que on est sur des montants d'investissement, en tout cas sur du projet neuf, sur des prix qui sont conséquents, on a une certaine raréfaction du foncier, on a également des coûts de construction qui vont plutôt à la hausse, particulièrement depuis ces 2-3 dernières années entre le Covid et l'Ukraine. On est également sur des projets qui sont de plus en plus soumis à réglementation thermique. Donc on va dire ça va dans le sens aussi de l'environnement, hein, de l'économie d'énergie. Mais c'est sûr qu'on est sur des investissements assez substantiels. Entre les mètres carrés, potentiellement les mètres carrés occupés, s'il y a des stationnements aussi contigus au projet. Donc, avec les bornes de recharge électrique et tout, parce qu'aujourd'hui il faut penser à tout ça. Exactement. Et c'est les gens comme toi qui permettent de ne rien oublier. Voilà. En fait. Et surtout, voilà, l'achat d'un bien immobilier se fait à une date T. En tant que dirigeant, il faut se positionner sur du long terme. Donc il faut savoir mettre, on va dire, les watts au bon endroit. Comme je disais, être bien accompagné techniquement, puisque un dirigeant qui achète ses bureaux, il va les avoir pour 5, 10, 15, 20 ans. Donc il y a une vraie vigilance à avoir sur l'objet qui est acheté, les performances environnementales. Ça, c'est un élément encore plus prévenant en fait, ces dernières années, avec le coût de l'énergie qui a drastiquement augmenté. Du coup, les performances de consommation des projets sont de plus en plus regardées par nos clients, et ça va plutôt dans le sens de l'histoire. Maintenant, de plus en plus de projets, on les conçoit également sur du bâtiment passif, voire du bâtiment à énergie positive, donc c'est-à-dire bâtiment zéro consommation, voire en tout cas à créer de l'énergie pour réinjecter dans le réseau. Donc c'est un ensemble de facteurs qui fait que voilà, une décision pour un dirigeant de se positionner sur un achat doit être vraiment mûrie et bien accompagnée, en tout cas de professionnels du secteur. Alors nous, on va s'occuper plutôt de la partie financement pour le coup, organisation juridique. Et c'est vrai que je fais le lien avec des dossiers qu'on a pu faire dans le passé avec des financements classiques, crédit immobilier professionnel sur 15 ans, voilà, pas de sujet. On a fait aussi pas mal de projets en crédit bail immobilier. Et là, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'eux, ils regardent uniquement l'emplacement. Ou quasiment. Alors bien sûr, la performance du bâtiment aujourd'hui, voilà, mais le crédit bailleur, alors on va pas faire tout l'échange sur le crédit bail immobilier, mais ça met en lumière un certain nombre de règles. C'est que eux, ils regardent précisément ça, puisqu'en fait, ils achètent pour louer à la place même du client. C'est le système du crédit bail immobilier qui veut ça. Et c'est vrai que ces critères-là sont regardés, et le financement n'a pas la même allure quand on est cœur de zone stratégique pour du fret, quand on est dans la pampa, dans la campagne. Voilà, c'est des dossiers qui ne regardent même pas quand c'est pas bien implanté en fait. Oui, tout à fait. Et c'est sûr que l'emplacement est particulièrement regardé par les partenaires bancaires, puisque on va dire pour définir aussi un prix de vente, on doit aussi s'aligner par rapport aux valeurs marché. Oui. Donc que ce soit sur de la prise à bail ou de la vente, dans les deux cas, il y a des valeurs marché qui sont connues. Et en effet, qu'on soit en cœur de métropole, proche gare, hyper centre-ville, ou alors en périphérie, ou alors dans la pampa comme tu évoques, les prix ne sont pas les mêmes. Donc forcément, un banquier sera très regardant sur globalement, en tout cas j'accompagne un client sur le positionnement de ses bureaux à tel endroit. Il se doit en tout cas d'être conseil vis-à-vis de son client pour dire est-ce qu'on est dans les valeurs marché, est-ce qu'on n'est pas complètement déconnecté du marché. Le bâtiment peut par exemple présenter des appétences techniques peut-être un peu plus haut de gamme par rapport au marché, donc là il faut que ça rentre aussi dans le calcul, mais oui, l'emplacement reste primordial, et de mon expérience, un projet bien placé se commercialisera, un projet avec un emplacement plutôt en second rang ou alors moins prime aura forcément plus de difficultés à être commercialisé. Toi, tu as déjà vu des projets que tu avais menés? Alors je sais que tu as fait des dossiers, alors des petits dossiers à 500 000 € jusqu'à des beaux montages à plus de 50 millions, je crois, c'est ça? Oui. On en avait parlé un peu tout à l'heure avant d'enregistrer. Mais tu as déjà vu des projets à toi revenir sur le marché en seconde main
et voir que là, tu avais fait la différence parce que tu avais pensé à tous ces sujets-là, justement. Alors oui, alors de mon expérience professionnelle, j'ai plutôt travaillé sur des opérations cœur de métropole. Ouais. Donc Voilà, à Lille, hein, pour ceux qui nous voilà, écouteraient ailleurs. métropole lilloise, Effectivement. qui est une métropole qui globalement avec un marché tertiaire qui se porte plutôt bien. Mhm. Donc on va dire ce retour on va dire sur le marché de certains peut-être produits que j'ai pu développer. Alors ça ne m'est pas arrivé personnellement, Mhm. puisque voilà, de mes expériences professionnelles, les projets développés étaient toujours situés sur des emplacements plutôt de qualité et prime. Mhm. Et en tant que promoteur, c'est indispensable. En tout cas, voilà, quand il faut s'engager, parce qu'il y a quand même une grosse prise de risque pour un promoteur, parce qu'il arrive quand même assez fréquemment, voire même systématiquement, que les projets sont conçus en amont alors que les clients ne sont pas forcément identifiés au début. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est une prise de risque, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une certaine conviction de se dire le projet qu'on développe, que ce soit du bureau, des locaux d'activité, du service, du loisir, ou potentiellement même du résidentiel, qu'on soit sûr que demain le projet soit liquide sur le marché. Mhm. Donc nous en tant que promoteur, il y a quand même une prise de risque importante et donc l'emplacement l'emplacement est le nerf de la guerre de tout projet immobilier, parce que ça nous permettra d'être plus facilement accompagné par un partenaire bancaire pour des crédits de promotion, et également ça sera aussi plus facile pour la commercialisation et donc pour les clients que tu accompagnes par exemple. Alors si on a bien fait notre boulot, on a fait comprendre aux dirigeants que acheter finalement c'était quand même une bonne idée, quel que soit le marché finalement, parce qu'il y a l'effet de levier du loyer. Bon, ça je pense que c'est à peu près clair. Un client aujourd'hui qui a saisi ça et qui veut commencer à se projeter sur un projet d'achat ou de construction, voilà, peu importe, ou même à quel moment, qui il doit contacter pour faire une étude, parce que moi j'en ai vu qui cherchaient le terrain et qui cherchaient un architecte, et voilà, d'autres qui préfèrent passer par la promotion parce que c'est du clé en main, et ça sécurise parce que voilà, on a une vraie expertise, le fameux chef d'orchestre, voilà. Mais pour alimenter une réflexion, toi tu commencerais par quoi si tu étais dirigeant d'entreprise et que tu voulais engager le projet? Alors l'étincelle déjà c'est le besoin. Ouais. Et donc moi de mon côté avec ma casquette de promoteur, nous on accompagne les clients parce qu'on répond aussi à un besoin. Voilà, un besoin, une demande. Donc déjà, faut que l'étincelle côté client, elle soit claire. Est-ce qu'il y a un réel besoin? Parce que des fois, il y en a qui ont ce questionnement de vouloir avoir des nouveaux bureaux alors que potentiellement, il n'y a pas d'urgence, ou alors en fait, ils sont déjà très bien où ils sont. Et voilà, donc déjà, premièrement l'étincelle. Deuxièmement, à mon sens, c'est s'approcher d'un conseil sur le volet financier. Et particulièrement en ce moment, voilà, aujourd'hui on est en mars 24, ça fait globalement 12-18 mois qu'on vit une crise de l'immobilier quand même assez forte, qui résulte de plusieurs facteurs, hein, et qui date d'il y a 3-4 ans. On a eu la crise sanitaire qui a généré en fait une augmentation drastique des coûts matières, l'Ukraine qui a provoqué globalement une pénurie des matériaux, également globalement à l'échelle du territoire national, mais sur toutes les grandes métropoles, plutôt une raréfaction du foncier, puisque aussi il y a un souhait de venir densifier les agglos, limiter l'imperméabilisation des sols avec le projet de ZAN, zéro artificialisation nette. Donc voilà, ces ensembles de facteurs font que entre l'augmentation des matériaux, raréfaction des produits, raréfaction du foncier, et donc depuis à peu près 12-18 mois un accès au crédit de plus en plus compliqué. On va dire aujourd'hui l'immobilier professionnel, mais également l'immobilier résidentiel, on vit actuellement une polycrise. Et donc un des facteurs principaux qu'il faut mettre en avant et qui doit être premier pour un dirigeant, c'est d'être bien accompagné financièrement. Avant de s'emballer et de faire des plans sur la comète, il faut déjà savoir quelles sont les capacités d'emprunt, et les capacités d'emprunt qui vont quand même dicter l'objet potentiellement acheté. Comme je l'ai évoqué, l'emplacement va aussi orienter le prix de l'objet en question. Et également le
prix, comme j'évoquais, est dicté aussi par la qualité technique du bâtiment. Est-ce que c'est un bâtiment neuf? Est-ce que c'est un bâtiment seconde main? Est-ce que c'est quelque chose de vétuste ou pas? Donc, à mon sens, voilà, avant tout, c'est s'assurer que l'étincelle, en tout cas, elle est fondée. Et deuxièmement, être accompagné financièrement pour savoir globalement quelle est l'enveloppe possible à allouer pour un projet d'acquisition. D'accord. Alors très classe parce que tu fais pas la pub pour ton métier de promoteur du coup. J'ai bien retenu. Ouais. Étape 1, on regarde si c'est nécessaire. Étape 2, on regarde si c'est finançable. Et si c'est finançable, quelle est l'envergure du dossier. Oui. Et puis étape 3, on se lance Voilà. peut-être avec un promoteur quand même. Ça a des Exactement. avantages, il me semble. Oui, non, mais tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément mis le promoteur sur les premiers, les deux premiers en fait, critères, mais nous, en tant que promoteur, et particulièrement en ce moment, dans ce contexte de crise, on croise quand même pas mal de potentiels clients finalement qui font marche arrière, voilà, qui sont pas finançables, et c'est pas spécifique, en tout cas à mon expérience professionnelle, mais de manière générale, sur l'immobilier professionnel, également l'immobilier résidentiel, on rencontre quand même une vraie problématique de nos clients sur le fait de se faire financer. Donc c'est pour ça que je conseille avant tout déjà de regarder d'un point de vue purement pécunier qu'est-ce qui est envisageable. Et en effet, après, c'est de s'adosser de bons partenaires. Donc les conseils, mais également les promoteurs, avec des promoteurs qui peuvent être spécialisés en résidentiel ou en immobilier professionnel. Souvent, les promoteurs ont également leur spécificité. Et voilà, un promoteur qui va être spécialisé en immobilier professionnel sera orienter son client sur l'emplacement, la jauge, le type de bâtiment, même la typologie du bâtiment et la flexibilité du bâtiment. Parce que c'est vrai que dans une logique d'acquisition, un dirigeant, comme je disais, il va se prononcer, il va se positionner sur quelque chose sur lequel il va investir quand même sur du long terme. Et donc, il faut que le produit en lui-même qu'il achète soit quelque chose de flexible. Donc certains promoteurs sont plus aguerris que d'autres sur l'immobilier professionnel. Et donc, il est indispensable en effet de se positionner et en tout cas de se faire accompagner de bons interlocuteurs. Et en effet, des promoteurs sur la place, il y en a beaucoup. Tous ne sont pas aussi bons. Tous ne se valent pas. Tous ne se valent pas, voilà, exactement. Comme dans tous les métiers. Comme dans tous les métiers. Et il faut savoir s'accompagner des promoteurs qui sont spécialisés en immobilier professionnel, en tout cas pour un dirigeant qui veut se positionner sur un achat de son Ouais, c'est hyper clair. Alors moi, je vais juste illustrer tes propos parce que je suis hyper en phase avec ce que tu viens de déclarer, dans la mesure où en plus on s'est rencontrés sur un de ces dossiers-là précisément. Donc pour dresser un peu le tableau, mais rapidement, j'ai un client dirigeant, moi en tant que directeur financier, qui me fait confiance sur sa stratégie de développement, son patrimoine également. Il me dit voilà, on est dans la 2e année d'activité, d'exercice, c'est une boîte qui tourne bien, qui est très rentable, mais c'est un peu juste pour les banques. Bon, on avait déjà décelé, on avait eu cette fameuse étincelle dont tu parlais tout à l'heure, avec un besoin qui est hyper identifié, des bureaux exigus et puis une croissance forte. Donc on a regardé loin sur les 5, 6, 7 années à venir pour cette entreprise. Donc on était dans ce moment-là où il fallait déménager, il fallait potentiellement, si possible, acheter, mais on n'était clairement pas finançable au moment où on a commencé à se projeter parce que nécessairement, nous, dans notre métier, on anticipe. Et ce qui s'est passé, c'est que on a trouvé votre bien qui était donc en méthode promotion déjà construit, fini, disponible à la vente, mais avec des clients potentiellement acheteurs comme nous, comme le client que j'accompagnais en tout cas, qui n'était pas encore en capacité de se faire financer sur ce bien. Et ce qu'on a trouvé comme solution ensemble, et parce que vous aviez vu que le projet était sérieux, le besoin était identifié, l'emplacement était top, vous avez proposé de garder le bien dans une structure ad hoc à votre société de promotion, le louer pendant une période, le temps que nous on soit finançable, et après nous on a débouclé le dossier une fois qu'on a pu le faire, quoi. Donc en effet, c'est un schéma alors, peu courant, mais dans cette période en effet compliquée, nous on se doit aussi d'être agile. En tant que promoteur, la majorité des promoteurs... C'était intelligent de votre part de voir que le client acheteur final était disponible et intéressé.
Voilà. Voilà, c'est vrai qu'il faut savoir faire preuve d'agilité parce que après que ce soit de la prise à bail ou de la vente, globalement tout promoteur sait faire ces deux typologies en tout cas de deal. Donc il y a ce type d'approche qui est entendable. Après il y a aussi d'autres approches. Il y a des fois nous par exemple on accompagne des clients avec par exemple une mise à disposition de locaux de manière temporaire ou alors on les oriente vers certains. Ça peut être des espaces de coworking ou des espaces de bureaux opérés. Oui. On le voit depuis 3-4 ans, l'essor des bureaux le opérés. Voilà. Le temps 2 par exemple, exactement. Et de plus en plus, on va dire les beaux classiques sont de plus en plus rechallengés. On voit, voilà, comme je disais, l'essor des espaces de coworking, des espaces de bureaux opérés, qui en fait c'est une solution plutôt aussi avantageuse pour une entreprise parce que ça peut être une occupation de bureau l'espace de 3 mois, 6 mois, 1 an. Et c'est vrai que quand on parle de coworking, de bureaux opérés, ce n'est pas fléché uniquement pour les PME ou les petites entreprises, même des moyennes entreprises s'orientent sur ce type de bureau et ça répond, comme je le disais tout à l'heure en introduction, à une certaine flexibilité, à un vrai souhait aussi des collaborateurs d'avoir des lieux à leur image avec des services. Des endroits qualitatifs qui sont neufs, sur lesquels ils peuvent à la fois travailler mais également potentiellement se restaurer. Il y a un espace de sport par exemple, des espaces de réunion qui sont particulièrement riches pour assurer de la visioconférence, des échanges aussi informels. Donc c'est aussi un moyen qui est possible pour une solution on va dire provisoire ou même un provisoire qui dure un petit peu pour une entreprise avant de se positionner définitivement sur une acquisition d'un projet. Ouais. Alors, nous, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles soient plus grandes, plus rentables et plus résilientes. Et c'est vrai que j'aime bien cette analogie, je la cite de temps en temps, mais un poisson rouge grandit par rapport à la taille de son bocal. Une entreprise, c'est un peu la même chose. Donc, pour moi, mettre le bon lieu de travail en face de l'entreprise qui va bien, c'est aussi la possibilité, lui offrir la possibilité en tout cas de pouvoir grandir. Et c'est vrai que là où je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand on a le projet et que l'étincelle s'allume, il ne faut pas regarder si on est à la fin, au début, au milieu d'un bail. De toute façon, il faut engager le projet et commencer à y réfléchir bien en amont pour mettre en phase le bien, l'éventuelle possibilité de se faire financer, de loger ailleurs le temps d'eux. Bref, c'est un projet, il y a des calendriers qui sont longs et il ne faut pas s'auto-censurer. Enfin, c'est le message que je veux moi donner aux dirigeants, c'est que si vous sentez que le besoin commence à naître, il faut commencer à en parler, alors avec son directeur financier, mais il faut engager le débat. Exactement, d'autant plus que si on se parle temporalité des opérations immobilières, l'immobilier, on est sur un temps long. En tant que promoteur, une opération, quand on parle d'une feuille blanche, entre le délai entre une feuille blanche et une remise de clé, on parle en nombre d'années. Et ce, en fonction aussi de la taille des opérations qui est développée. Mais sur des projets d'acquisition, on parle beaucoup en tant que promoteur de VFA, donc c'est de la vente en état futur d'achèvement. Et potentiellement, on peut avoir des délais de 6 mois, 1 an, voire 2 ans sur des grosses opérations entre le moment où on signe chez le notaire l'acte de vente en état futur d'achèvement et la remise des clés. Après, il peut arriver aussi qu'en fin d'opération, que les délais soient raccourcis. Donc du coup, soit c'est de la vente en état futur d'achèvement avec un délai court, soit potentiellement ça peut être du stock à la livraison, comme l'exemple qu'on a pu avoir ensemble avec ton client. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête que c'est des délais longs et des projets en tout cas portés par les promoteurs. Souvent l'offre est assez pléthorique sur le marché, donc il faut, comme je disais, identifier géographiquement un bon emplacement et après se renseigner aussi sur les délais, donc les délais de livraison, et c'est là où du coup se pose la question, c'est aujourd'hui en tant que dirigeant je suis positionné à tel endroit, est-ce que je continue à rester là pendant 2-3 ans le temps que le projet convoité sort de terre, ou alors est-ce que j'approche une méthode un peu différente en occupant par exemple des bureaux en flex office ou en coworking ou en bureau opéré le temps d'eux. Mais c'est vrai que le facteur temps est primordial, puisqu'en fait souvent il est quand même rare que le produit pile poil compatible pour le client il soit disponible. Voilà. Alors ça peut arriver, mais c'est pas le cas le plus rare, le plus fréquent. Le plus fréquent, exactement. C'est ça. Ok, bon. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Maxime pour cet échange. J'espère qu'on aura donné un maximum de valeur. Donc
aux dirigeants qui se poseraient des questions sur l'immobilier d'entreprise. Et puis, on aura l'occasion de se recroiser dans d'autres circonstances. Et merci à toi pour ta présence. Merci Frédéric.